Au début de 1944, l'offensive du Pacifique central de la marine américaine se déroulait relativement bien. L'amiral Spruance avait dirigé la Task Force 58 et ses forces associées lors des invasions de Tarawa et de Macon, puis dans les îles Marshall. À la fin du mois de janvier 1944, la question que se posaient les plus hauts échelons de la marine américaine était « Où allons-nous ensuite ?» Spruance a suggéré Eniwetok, la plus occidentale des grandes îles Marshall, à quelques centaines de kilomètres, à l'ouest de l'atoll de Bikini, qui deviendra célèbre plus tard. Mais cette idée venait avec une mise en garde. S'étendre aussi loin à l'ouest mettrait les forces américaines à portée de frappe de la mystérieuse base forteresse japonaise de Truk, et il faudrait donc s'en occuper en premier. Truk occupait l'esprit des planificateurs américains depuis un certain temps déjà. On savait peu de choses sur lui. C'était l'une des îles que les Japonais avaient occupées pendant la Première Guerre mondiale, et tout comme pour les Marshall eux-mêmes, depuis lors, la marine japonaise n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de laisser entrer des visiteurs. Ce qu'on en savait, c'est que c'était la plus grande base navale japonaise en dehors des îles principales, encore plus importante que Rabaul, et qu'elle servait de point de passage pour les avions se rendant vers les bases de première ligne. De plus, une grande partie de la marine japonaise y séjournait en attendant leur prochaine mission. D'après l'expérience acquise lors des opérations de débarquement mentionnées précédemment, ainsi que dans d'autres campagnes plus au sud, à Guadalcanal et dans les îles Salomon, on supposait que Truk devait être incroyablement fortifié et capable de déployer d'importantes forces pour menacer toute flotte américaine opérant à proximité. En somme, c'était la version japonaise de ce que Pearl Harbor était devenu au cours des dernières années. Jusqu'à très récemment, elle était également complètement hors de portée des avions de reconnaissance américains et une fois de plus, les récents débarquements avaient montré que les informations de reconnaissance provenant des sous-marins étaient d'une utilité relativement limitée si les fortifications étaient bien camouflées, et les Japonais étaient très doués pour camoufler les choses. Et c'était vrai, Truk était une très grande base. Elle disposait de très grands mouillages et de nombreuses installations portuaires qui lui permettaient de soutenir toute une flotte et des expéditions régulières de marchandises entre le Japon et d'autres pays. Il y avait également une base d'hydravions et plusieurs aérodromes. Cependant, contrairement aux estimations des services de renseignement, la base n'avait en réalité jamais été particulièrement fortifiée. C'était dû à la fois à l'idée que l'immense flotte de navires de guerre et les centaines d'avions que la base pouvait accueillir suffiraient largement à la défendre si quoi que ce soit osait s'approcher, et au fait que Truk se trouvait à plus de 1000 miles de ce que les Japonais avaient prévu comme ligne de front. Bien sûr, au début de 1944, ces lignes de front s'étaient considérablement rapprochées et il y eut donc un programme d'urgence pour fortifier la base et agrandir les installations existantes, mais cet effort n'avait réellement commencé que depuis quelques mois. Qu'il y ait ou non des défenses là-bas, Spruance avait absolument raison de s'inquiéter de la puissance offensive de l'île. Même si aucun navire de guerre ne prenait la mer, et avec la marine américaine qui se rapprochait, les porte-avions, cuirassés et croiseurs lourds qui avaient occupé le lagon pendant une grande partie de 1942 et 1943 avaient pour la plupart été déplacés ailleurs, il restait tout de même la question de plusieurs centaines d'avions qui pourraient poser problème à une flotte d'invasion essentiellement stationnaire au large d'Eniwetok. Truk devrait absolument être neutralisé en premier. Pour identifier les défis potentiels, la marine américaine a dépêché 2 Liberators du corps des Marines des États-Unis. Ces bombardiers particuliers avaient été convertis en avions de reconnaissance et ils sont donc arrivés au-dessus de Truk le 4 février 1944. Cela révéla une demi-douzaine de grands croiseurs, 2 porte-avions et le gigantesque cuirassé Musashi toujours présent. Un peu plus d'un mois auparavant, Yamato était également présente, mais elle avait été torpillée à la fin de 1943 par l'United States Ship's Gate et était retournée au Japon pour des réparations. Les Japonais, bien sûr, ont reconnu les signes de ce qui allait arriver et, en quelques jours, tous les principaux éléments restants de la marine japonaise avaient levé l'ancre et étaient partis vers d'autres ports. Bien que cela prive la marine américaine de quelques cibles de choix, ces vols de reconnaissance ont eu un effet secondaire inattendu. Pensant que les vols de reconnaissance annonçaient une attaque américaine imminente, tous les avions japonais sur l'île de Truk ont été placés en état d'alerte maximale.
Une semaine passa sans attaque. Ils sont restés en alerte. Une autre semaine s'était écoulée. Presque complètement épuisés après près de 2 semaines en alerte maximale, prêts à décoller à tout moment, 24 heures sur 24, les pilotes japonais ont finalement été relevés pour un peu de repos. Juste à temps pour l'arrivée des Américains, la principale force de frappe de la 5e flotte américaine comprenait 2 éléments. Le groupe opérationnel 50.9, sous le commandement du vice-amiral Lee, comprenait tous les cuirassés rapides opérationnels battant alors pavillon américain, à savoir l'United States Ship Iowa, le New Jersey, le Massachusetts, l'Alabama, le South Dakota et le North Carolina. Jusqu'au début du mois, ils comptaient également le Washington et l'Indiana dans leur rang, mais les deux s'étaient percutés et étaient partis en réparation. Le Missouri et le Wisconsin étaient encore en cours d'aménagement, pas encore en service. L'autre élément était le groupe de tâches 58. Celui-ci était divisé en 4 sous-groupes. La force opérationnelle 58.4, avec les porte-avions Saratoga, Princeton et Langley, avait été laissée en arrière car son rôle était de soutenir l'invasion d'Eniwetok, qui devait commencer ses préparatifs en même temps que l'attaque sur Truk débutait, avec l'invasion principale qui devait commencer juste après la fin des raids. Les 3 autres sous-groupes, les forces opérationnelles 58.1, .2 et .3, comptaient 5 porte-avions de flotte et 4 porte-avions légers dans leur rang. L'United States Ship Essex, Yorktown, Intrepid et Bunker Hill de la classe Essex, l'infatigable United States Ship Enterprise de la classe Yorktown, dernier de sa classe à ce moment-là, ainsi que le United States Ship Belleauwood, Cabot, Monterey et Calpens de la classe Independence. Ensemble, ils transportaient 589 avions, dont 16 appareils spécialement adaptés, un mélange de F-6F Hellcat et de F-4U Corsair qui étaient configurés spécifiquement pour le combat de nuit. L'Enterprise transportait aussi des Avengers conçus pour les frappes nocturnes. Nous y reviendrons. L'amiral Spruance, notant l'importance de l'opération, avait transféré son pavillon du croiseur United States Ship Indianapolis au cuirassé United States Ship New Jersey, car l'Indianapolis restait à Eniwetok. Il laissa les porte-avions sous le commandement direct du contre-amiral Mark Mitchell. Cette force de frappe massive, qui comprenait plus de 3 douzaines de croiseurs et de destroyers, ainsi que les unités principales mentionnées précédemment, passerait un peu plus de 4 jours à naviguer vers l'ouest jusqu'à leur point de lancement prévu, à seulement 90 milles nautiques au nord-est de Truk, arrivant sur zone dans la nuit du 16 février, prêt à lancer l'attaque dans la pénombre précédant l'aube du matin du 17. Maintenant, juste une petite note avant de continuer. Lorsque vous consultez les récits de l'attaque sur Truk, vous verrez parfois des dates confuses mentionnées. Certains récits diront que les attaques ont eu lieu les 16 et 17 février. D'autres diront que les attaques se sont déroulées les 17 et 18 février. Cela est essentiellement dû à des problèmes de tenue de registre, car les États-Unis, jusqu'à et y compris Hawaï, Midway et évidemment Pearl Harbor à Hawaï, se trouvent tous à l'est de la ligne de changement de date internationale, alors que les îles Marshall et Truk se trouvent à l'ouest de la ligne de changement de date internationale. Donc essentiellement, cela dépend si vous consultez les registres officiels ou si vous considérez le moment où les frappes se produisaient physiquement, mais telles qu'enregistrées par les chroniqueurs américains à l'est de la ligne de changement de date internationale, ou si vous regardez l'heure locale, c'est-à-dire quand les frappes se produisaient pour les personnes sur place. Dans tous les cas, ce que les forces américaines ignoraient à l'époque, c'est que le score avait en réalité déjà été ouvert. Le sous-marin United States Ship Skate, qui rôdait encore dans les eaux autour de Truk après n'avoir réussi qu'à endommager le Yamato, avait réussi à trouver le croiseur léger Agano, qui quittait Truk le 16e. Elle avait déjà été touchée par une torpille d'un Avenger alors qu'elle était ancrée à Rabaul, puis par une autre torpille du United States Ships Camp alors qu'elle se rendait à Truk pour des réparations à la suite de ce premier impact de torpille. Réparée pour retourner au Japon, elle se dirigeait vers cette destination lorsqu'une autre paire de torpilles, tirée par le Skate, la frappa de plein fouet, la laissant mortellement touchée. Le destroyer d'escorte a commencé à évacuer les survivants avant que l'Agano ne coule dans les premières heures du 17.
Bien qu'elle ait été coulée à plus de 150 milles du truc lui-même, Nagano pourrait techniquement être décrite comme la première victime de l'opération. Mais revenons au porte-avions. 90 minutes avant l'aube, 5 des porte-avions commencèrent à lancer des Hellcats. Une fois tous en l'air, ces éléments d'escadron se sont regroupés en une formation de 72 avions qui ont foncé principalement à basse altitude. Avec seulement 90 milles nautiques à parcourir, ils arriveraient au-dessus de Truk juste au lever du jour. Les chasseurs du Bunker Hill assuraient la couverture supérieure et jouaient le rôle d'éclaireurs, tandis que les avions de l'Enterprise et du Yorktown formaient le principal groupe d'attaque à basse altitude. L'Intrépide et l'Essex avaient fourni des Hellcats qui arrivaient un peu plus en arrière, à une altitude intermédiaire, pour soutenir le groupe bas ou haut qui pourrait avoir besoin d'aide. Mais il y eut très peu de résistance japonaise au début. Les installations radar japonaises étaient, en gros, similaires en capacité aux stations Chain Home de la bataille d'Angleterre. Cela comprenait l'incapacité de repérer les assaillants à basse altitude, ce qui signifiait que l'alerte n'avait été donnée que lorsque les Japonais avaient repéré les avions volant plus haut de l'Intrépide, qui étaient légèrement en retrait par rapport à la formation d'attaque à basse altitude. Ainsi, cela a permis aux avions américains de s'approcher quasiment au-dessus de la cible avant que la sirène ne retentisse. Cela a été aggravé par le fait que, comme mentionné précédemment, les pilotes japonais épuisés étaient en permission sur une petite île séparée de la chaîne. Ainsi, lorsque l'alarme a retenti, ils ont tous dû courir le long d'une longue chaussée jusqu'au terrain d'aviation principal avant même de pouvoir envisager de monter à bord de leurs avions et de décoller. Sur les centaines d'avions japonais de tout type présents sur Truk, seules quelques dizaines ont pu décoller quelques minutes avant l'arrivée de l'attaque américaine. Peinant à prendre de l'altitude et largement en infériorité numérique, ils allaient tout de même faire de leur mieux. Pendant ce temps, les chasseurs américains fonçaient directement pour mitrailler les aérodromes et autres cibles au sol. Les avions japonais, voyant cela, se lançaient aussitôt à leur poursuite. Mais il y avait deux facteurs assez importants qui jouaient contre les défenseurs. Premièrement, grâce au programme américain de rotation des pilotes expérimentés vers leur pays pour former les autres, bien que beaucoup des aviateurs américains ce jour-là étaient relativement novices, ils avaient reçu une formation intensive au combat aérien dispensée par certains des meilleurs pilotes de chasse du début de la guerre que la marine américaine pouvait offrir. Et donc, ils ont repéré les chasseurs japonais et se sont retournés pour les affronter au lieu de simplement se faire surprendre. Alors que cette bataille se déroulait, relativement équilibrée en termes de nombre total, les groupes de Hellcats à haute et moyenne altitude sont arrivés et soudainement le combat est devenu extrêmement déséquilibré avec plus de 2 fois plus de Hellcats que de chasseurs japonais attaquant depuis toutes les altitudes. D'autres avions japonais peinaient à s'élever dans le ciel. Il y avait 5 aérodromes avec de nombreuses pistes. Mais un bon nombre de ces avions ont été abattus alors qu'ils commençaient à s'élever vers le ciel. D'autres avaient déjà épuisé leurs réserves de carburant et de munitions. Au début de la bataille aérienne, certains tentaient d'atterrir et beaucoup d'entre eux furent touchés soit en descendant, soit alors qu'ils roulaient au sol après avoir réussi leur atterrissage. Bientôt, les aérodromes furent jonchés des restes en flammes de toutes sortes d'appareils de la marine et de l'armée japonaise, et les Hellcats se dispersaient pour chercher d'autres cibles, notamment plusieurs navires japonais dans ou près du lagon, qui semblaient être à différents stades de tentatives de fuite. Mais 72 Hellcats seulement, ce n'était que le début. Mitchell avait décidé d'essayer une nouvelle tactique qui rappelait quelque peu celle qu'utilisait le Kido Butai lui-même, mais poussée à l'extrême. Au début de la guerre, les porte-avions de la marine américaine auraient lancé tout leur groupe aérien et l'auraient envoyé en une seule vague. C'était lent, inefficace, et cela consommait énormément de carburant pour les premiers avions lancés qui devaient simplement tourner en rond en attendant les autres. La marine japonaise, en revanche, lançait des éléments du groupe aérien de chaque porte-avions, ce qui permettait de constituer une force de frappe collective plus importante, puis suivait avec d'autres vagues où chaque porte-avions alternait sa contribution entre torpilleurs, bombardiers en piqué et chasseurs. Cela permettait d'envoyer plusieurs vagues d'attaques équilibrées au combat de manière relativement rapide. La marine américaine avait commencé à adopter cette approche pour ses propres porte-avions.
En effet, le grand groupe de chasseurs tirait sur tout ce qui bougeait et même sur certaines choses immobiles qui explosaient joliment lorsqu'elles étaient touchées. Avait été lancé de cette manière. Mais avec autant d'appareils et de ponts d'envol à sa disposition, Mitchell avait décidé qu'une fois sa première grande attaque ayant établi la supériorité aérienne, au lieu d'envoyer des vagues d'attaque échelonnées, il allait simplement continuer à frapper les Japonais pendant pratiquement tout le reste de la journée. À cette fin, à peine 30 minutes après le départ des chasseurs, et alors qu'ils étaient encore en route, un groupe d'Avengers transportant des bombes incendiaires et d'autres bombes adaptées pour mettre le chaos sur les aérodromes avait décollé. Et avec les chasseurs japonais soit abattus, soit empêtrés avec les Hellcats, ils sont maintenant arrivés, ont traversé de front la mêlée aérienne mourante et ont ajouté encore plus de feu à l'incendie grandissant qui, auparavant, était l'un des complexes de bases aériennes japonaises les plus puissants du sud-ouest du Pacifique. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les porte-avions de la flotte et les porte-avions légers commencèrent alors à lancer vague après vague d'appareils, chaque lancement mixte envoyant près de 2 douzaines de bombardiers en piqué, environ la moitié de ce nombre en torpilleurs et un nombre similaire de chasseurs dans le ciel. Avec autant de coques disponibles, chaque vague d'attaque, qui comptait environ 40 appareils, pouvait être lancée en utilisant seulement certains des ponts d'envol des porte-avions, ce qui permettait aux autres porte-avions soit de préparer la prochaine série de décollage, qui s'envolerait quelques minutes plus tard, soit, au fur et à mesure que la journée avançait, de commencer à récupérer certains des premiers avions qu'ils avaient lancés à leur retour. Des bombes et des torpilles furent alors lancées avec détermination contre la flotte japonaise et les installations aéroportuaires renforcées. La seule exception étant les énormes réservoirs de carburant pour l'aviation et les navires. Ceux-ci étaient réservés à la dernière vague d'attaquants, principalement parce que si l'on mettait le feu à plusieurs milliers de tonnes de carburant aussitôt, cela brûlerait avec une telle intensité que la fumée rendrait la tâche des pilotes suivants, qui devaient toucher d'autres cibles, beaucoup plus difficile. Ainsi, la majorité des attaques de jour visaient à creuser des cratères sur les pistes avec des bombes lourdes, ce qui empêcherait l'ennemi de les utiliser pendant un certain temps et bien sûr à couler le plus de navires possible. Les navires japonais ne tardèrent pas à sombrer. Le croiseur Naka avait été aperçu hors du lagon, naviguant vers son port d'attache. Elle fut attaquée à plusieurs reprises avant qu'une frappe de torpille, combinée à un impact direct d'une grosse bombe, ne la brise en deux et qu'elle ne coule assez rapidement. Le lieutenant Bridges, aux commandes d'un Avenger du Torpedo Squadron 6 de l'Intrepid, a mené une attaque à la torpille exemplaire sur une grande cible. Malheureusement pour lui, il s'agissait du Haikoku Maru de 10 000 tonnes, qui était rempli à ras-bord de munitions. Le navire a bien été touché et a presque instantanément disparu dans une explosion apocalyptique. Lorsque la fumée s'est dissipée, les restes brisés du navire disparaissaient rapidement sous les vagues, mais l'Avenger avait également disparu sans laisser de traces. Ailleurs, les destroyers japonais tombaient rapidement. Fumizuki a subi des dommages mortels et coulerait dans les 24 heures à venir en raison de fuite. Takekaze a été torpillé et coulé sur le champ, Matsukaze et Shigure ont tous deux été touchés et gravement endommagés à divers degrés, et plus d'une douzaine de navires marchands de différentes sortes ont également tous été envoyés par le fond. S'ensuivit alors l'élément le plus controversé de tout l'engagement. Le croiseur Katori, le croiseur marchand armé Akagi Maru, le chalutier armé Shonan Marune, 15 et les destroyers Maikaz et Noaki faisaient route vers le Japon, ayant quitté Truk peu de temps avant le début des attaques. Ils ont été repérés par des avions américains arrivant et Mitchell a dirigé l'une des nombreuses vagues d'attaques pour les poursuivre. Cependant, Spruance avait également reçu cette information et il a ordonné au cuirassé Iowa, aux croiseurs Minneapolis et la Nouvelle-Orléans ainsi qu'à 4 destroyers de partir à leur interception également. Depuis la passerelle de l'United States Ship New Jersey, il a ordonné à son navire de se joindre à la poursuite. Comparé à son attitude habituellement calculée, c'était une décision quelque peu inhabituelle de sa part. Les avions devraient facilement détruire la force japonaise et, si nécessaire, de nombreuses autres vagues d'attaque étaient prêtes à retenter leur chance. Mais peut-être que Spruance était simplement ennuyé ou frustré d'être principalement un spectateur d'une nouvelle victoire qu'il était censé commander. Ou peut-être qu'il ne voulait pas que Mitchell ait toutes les victoires, car il ne s'entendait pas vraiment à ce stade.
Ou peut-être, en tant qu'officier de cuirassé et de croiseur avant la guerre, voulait-il simplement faire fonctionner les gros canons pour changer? Quoi qu'il en soit, les avions étaient plus rapides et ils sont arrivés les premiers. Mais Kaz a été endommagé par une bombe à proximité, Katori touché à l'arrière et Akajimaru gravement atteint. Alors que le groupe de surface s'approchait, un avion japonais isolé tenta de bombarder Iowa, mais manqua sa cible, et un pilote d'Enterprise qui tournoyait à proximité remarqua la fumée provenant de la formation japonaise endommagée. La première vague d'attaque était déjà partie et il invita tous les autres avions à proximité, via radio, à les achever, mais son message fut presque immédiatement contredit par Mitchell. La force de Spruance était arrivée à portée de tir et aucun des amiraux ne voulait qu'il y ait de confusion sur qui allait achever ces navires, tout en évitant également les tirs amis. Bientôt, des salves d'obus de 16 pouces, de 8 pouces et de 5 pouces s'abattaient autour de la formation japonaise, qui ripostait avec détermination même si elle était complètement dépassée. Katori finit par chavirer et couler, sa coque criblée d'énormes trous d'obus, sombrant alors que ses canons tiraient encore. Mae Kaz perdit sans surprise un combat contre pratiquement tous les canons à tir rapide de la flotte américaine qui pouvaient être braqués sur elle, mais elle réussit tout de même à lancer ses torpilles à la toute dernière minute, coulant elle aussi alors que son canon arrière tirait encore sur le New Jersey. Un avion américain en orbite repéra le lancement des torpilles et le New Jersey ainsi que l'Iowa réussirent à manœuvrer pour éviter d'être touchés. Alors que les armes sous-marines passaient à côté, Spruance remarqua « ça aurait été embarrassant ». Le seul survivant de la rencontre fut le Noaki, qui avait décidé que la discrétion était assurément la meilleure part du courage et s'était promptement éclipsé pendant que tout le monde était occupé. Esquivant et zigzagant sous un rideau d'eau et d'éclats provoqués par les canons de l'Iowa et du New Jersey, elle réussit à s'échapper, n'ayant pour seul dégât que des éclats provenant de tirs proches. Le point final de cette petite rencontre fut le chasseur de sous-marins de 450 tonnes, le chasseur 2-4, qui fut repéré au coucher du soleil. Le destroyer United States Ship Burns fut envoyé pour enquêter et, en s'approchant, le minuscule CH-24 ouvrit le feu sur le destroyer bien plus grand avec son unique canon de pont, un petit modèle de 3 pouces. Sans surprise, le navire fut rapidement coulé par la batterie principale du Burns, nettement supérieure. Sans aucun doute, toute l'affaire aurait pu être réglée beaucoup plus rapidement par des avions et avec nettement moins de risques, mais ce fut aussi la seule fois où ces deux cuirassés américains purent réellement tirer de leurs canons sur un navire de guerre ennemi important. Et ainsi, ils ont terminé la soirée en effectuant un large cercle de parade avec leur plus grand pavillon de combat hissé, ce qui était un véritable acte de puissance si vous en avez déjà vu un. La nuit tomba, et maintenant la marine impériale japonaise allait prendre une petite revanche. Une poignée de bombardiers torpilleurs, Kate survivants, tournait autour de la flotte américaine, restant pour la plupart hors de portée des canons anti-aériens, puis, juste avant minuit, un seul avion fut repéré fonçant droit sur les porte-avions américains. Il était tellement fixé sur sa cible que l'on en conclut que cet avion, comme certains Avengers américains, avait peut-être été équipé d'un certain type de radar. Dans tous les cas, un L4 équipé d'un radar reçut l'ordre d'intercepter, mais l'appareil ennemi volait si bas que le chasseur ne parvenait pas à obtenir un bon écho sur son écran à cause de tout le bruit de fond provenant de la mer, et les conditions visuelles cette nuit-là étaient telles qu'il était également impossible de repérer le bombardier à l'œil nu. Puis, à seulement 4 miles du porte-avions le plus proche, l'appareil japonais disparut complètement des écrans radars, mais sans grande éclaboussure, ce qui indiquait qu'il n'était peut-être pas tombé en mer. À ce dernier moment, les navires américains durent envisager le pire et effectuer des manœuvres d'évitement, mais il était trop tard. Le porte-avions United States Ship Intrépide fut soudainement secoué par une torpille qui toucha son flanc tribord à l'arrière, ce qui bloqua les gouvernails. Au lever du jour, elle devrait retourner sous escorte vers Eniwetok une fois sa direction réparée. Mais ce n'était pas encore terminé. L'Enterprise transportait une dizaine d'Avengers du Torpedo Squadron, 10 dotés de radars, comme nous l'avons évoqué précédemment. Ceux-ci furent envoyés aux premières heures du matin et réussirent à porter plus d'une douzaine de coups directs sur des navires ennemis qui pensaient être relativement à l'abri d'attaques précises pendant les heures d'obscurité.
Le lendemain, au lever du soleil, d'autres frappes conventionnelles furent lancées pour achever les navires endommagés et éliminer ceux qui avaient été manqués, tout en ajoutant encore à la destruction présente sur les aérodromes. Juste après l'aube, le destroyer Oite, qui retournait vers Turk avec les survivants de la Gano, fut repéré et torpillé malgré tous ses efforts lors de son approche, coulant avec la perte de la majorité de son propre équipage. Et les plus de 500 survivants de Laganeux qui se trouvaient sous le pont. Mais à midi, le deuxième jour, il était assez clair qu'il ne restait en fait plus grand-chose de valeur à Truk qui n'était pas déjà en feu ou en train de couler, et donc la formation américaine s'est retirée. Et ils sont repartis pour continuer à soutenir les débarquements à Eniwetok. Dans leur sillage, ils ont laissé les épaves de 3 croiseurs, 4 destroyers, 4 navires de guerre plus petits, 3 croiseurs marchands armés, 20 transports de différentes sortes, 2 ravitailleurs de sous-marins et 5 pétroliers, avec près d'une douzaine d'autres navires endommagés à divers degrés. Environ 17 000 tonnes de précieux carburants, un mélange d'huile de navire et de carburant d'aviation brûlaient joyeusement. Et environ les 2/3 de tous les avions présents sur l'île au début avaient été abattus ou détruits au sol, ainsi que la plupart des provisions qui y avaient été stockées. Truk était essentiellement morte en tant que grande base navale et, bien qu'elle resterait utilisée comme base aérienne dans les mois suivants, sa menace était suffisamment réduite pour que les États-Unis, après quelques frappes de suivi plus tard dans l'année, décident simplement de la contourner car cela ne valait tout simplement pas le coup en vies humaines de la prendre. Les pertes américaines se résumaient aux dégâts subis par l'Intrépide mentionné il y a 1 minute et à la perte de 25 avions avec 40 marins et aviateurs également disparus. Une douzaine d'entre eux avaient été perdus lors de l'attaque contre l'Intrépide et le reste avait disparu avec leurs avions, bien que ce bilan aurait pu être bien plus élevé si les sous-marins américains en attente au large n'avaient pas récupéré un certain nombre de membres d'équipage ayant améri. Le dernier jour de l'opération, sans opposition aérienne notable, un hydravion Kingfisher avait même atterri à l'intérieur même du lagon de Truk pour récupérer le pilote d'un Hellcat de l'United States Ship Essex qui avait été touché par la défense contre avion et contraint d'amérir immédiatement. En mer, Spruance fut informé de sa promotion au grade de 4 étoiles et après ravitaillement, il ramènerait certains cuirassés pour aider lors des débarquements à Eniwetok qui venaient tout juste de commencer. En même temps, il ordonna à Mitchell de mettre le cap à l'ouest, s'enfonçant ainsi plus profondément que jamais dans un territoire tenu par les Japonais avec une telle intention par la marine américaine. Saipan, Tinian et Guam venaient d'être ajoutés à la liste des cibles et les pilotes des porte-avions auraient 3 jours de repos pendant le transit avant qu'il ne soit temps de retourner au combat. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Pour les questions sur la cale sèche, commentez la publication épinglée.